Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine encore de la présidentielle de 2020 au Togo avec le ministre en charge de la fonction publique, et du travail et de la réforme administrative, Gilbert Badilem Bayenambara, qui nous fait l'honneur de rester au plateau avec nous. Merci, monsieur le ministre. Avec beaucoup de plaisir. Et dans cette seconde partie, nous allons évoquer d'abord le bilan socio-économique du président sortant Faure Gnassingbé. Il y a eu le mandat 1, le mandat 2, mais le mandat 3 surtout avait été baptisé mandat social. À la fin de ce mandat, est-ce qu'il n'y a pas un goût d'échec, monsieur le ministre? Parce que beaucoup de Togolais, ça se dit sur les médias, ça se dit dans la rue, beaucoup estiment tirer le diable par la queue et le singe par la langue, monsieur le ministre. Non, pas du tout. Il ne faut pas exagérer. Qu'il y ait encore des défis à relever, des besoins encore à satisfaire, ça c'est une réalité. Personne ne peut le nier. Et nous sommes les premiers à en être conscients. Le président de la République est le premier à l'admettre. Mais en revanche, en termes de bilan, en termes de réalisation, nous pouvons regarder tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, si vous voyez, on ne peut pas singulariser juste le mandat 2015-2020. Nous avons parlé du premier mandat qui a permis d'apaiser, de lancer le processus de réconciliation nationale. 2010-2015 qui a permis de lancer des chantiers de grands travaux. 2015-2020 qui a permis de consolider la dynamique économique et sociale en mettant un accent particulièrement sur le social. Regardons secteur par secteur. Qu'on prenne le secteur de l'éducation, tout le monde admettra qu'il y a d'énormes efforts qui ont été faits et qui se traduisent par des performances impressionnantes en matière de taux d'inscription, avec la suppression des frais d'inscription qui a permis d'améliorer considérablement les inscriptions, l'inscription de la scolarisation de la jeune fille, le taux d'achèvement de la scolarisation, l'instauration de School Assure, qui est une action sociale qui a permis la prise en charge des soins de santé de plus d'1,5 million d'écoliers et d'élèves. Et les cantines scolaires? Les cantines scolaires qui bénéficient à plus de 100 000 élèves à travers tout le territoire national et qui est une action majeure qui a aussi contribué à l'amélioration de la scolarisation, l'amélioration des conditions de vie des personnels enseignants et d'encadrement, la construction continue des ENI. Aujourd'hui, dans chaque région, on a une école nationale des instituteurs. Et en matière d'amélioration, nous n'allons pas commencer ici à évoquer les chiffres, mais les améliorations se situent entre... Le taux de revalorisation se situe entre 54% et plus de 100%. 54% pour les hauts salaires et plus de 100% pour les bas salaires. En matière de santé, c'est la même chose. Nous avons continué à améliorer les conditions d'accès à la santé. L'amélioration de la gestion et de la gouvernance à travers la contractualisation a permis, dans les centres, les formations sanitaires où cela a été instauré, d'améliorer en termes de gestion, notamment en termes de rémunération des personnels contractuels qui sont dans ces formations. Bien entendu, là aussi, il va falloir aller beaucoup plus loin. Le moment viendra où nous allons détailler, sur la base des socles qui ont été déjà établis, les améliorations et les progressions que nous pouvons maintenant assurer. De manière générale, pour l'ensemble de la population, les actions de développement à la base ont permis d'améliorer à la fois en termes de réponse aux besoins essentiels des populations. La construction de points d'eau, la construction de bâtiments scolaires, la construction de hangars de marché, la construction de centres médico-sociaux, ainsi de suite. La mise en place de la finance inclusive qui a permis à des milliers de nos mamans, de nos frères, d'accéder au crédit et de développer les activités génératrices de revenus. Les différents projets FAEJ qui ont permis à des milliers de jeunes de pouvoir renforcer l'employabilité et l'auto-emploi, la capacité à entreprendre et avoir des activités génératrices de revenus pour eux-mêmes et pour leur famille. Dans la fonction publique, c'est la même chose. En 2005, nous avions à peine 40 000 agents
Aujourd'hui, nous sommes à plus de 55 000 agents. Et en termes de salaire, il y avait les dépenses de personnel ne dépassaient guère 50 milliards en 2005. Aujourd'hui, on est à plus de 200 milliards. Alors, tout cela constitue des améliorations. Le taux de desserte en matière d'eau, en matière d'électricité. Aujourd'hui, la grande majorité des localités du pays est électrifiée. La grande majorité des localités du pays sont desservies en eau potable. Bien entendu, il reste encore beaucoup de défis en matière d'électrification, en matière également de desserte en eau potable. Les infrastructures, c'est la même chose. Aujourd'hui, de Lomé à 5AC, un certain nombre de tronçons ont été totalement réhabilités. d'Atapamé jusqu'à Aouda, ça a été réhabilité. Et de Kanté jusqu'à Tandjouaré, la plupart du tronçon aussi a été réhabilité et reconstruit. Les contournements d'Alédio, les contournements de Défalé, les routes Lomé et Aného ont été Lomé déjà dans un premier temps entre la frontière du Ghana et le port de Lomé, et ensuite entre le port de Lomé jusqu'à Avepozo. Le chantier est maintenant installé pour élargir la route d'Avepozo jusqu'à Aného. Alors, on peut dire la même chose. Avant-hier, j'étais à Bogan. La route est en train d'être faite entre Lomé et Bogan. La route, c'est plutôt un mauvais exemple. Non. Il y a eu un certain nombre de retards, mais les travaux sont en cours et seront accélérés. Alors, je peux citer Tou Notier, qui a été également totalement reconstruite. d'Atapamé jusqu'à Badou. Une route qui était devenue totalement impraticable, qui a été refaite. Alors, donc, c'est pour dire, pour l'essentiel, à la fois en termes d'infrastructure, en termes de secteur productif, nous pouvons parler de l'agriculture. En 2007-2008, on a connu des crises alimentaires, une flambée des prix des produits céréaliers, notamment du maïs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons plutôt avec des excédents céréaliers. Et ce que nous devons maintenant aider nos producteurs et les paysans à faire, c'est de trouver des débouchés et des marchés pour eux. Alors, la production des produits de rente, le coton, qui était d'à peine 30 000 tonnes, aujourd'hui on est à plus de 100 000 tonnes. Alors, tout cela, et qui accroît aussi les revenus et améliore les conditions de vie des producteurs. La production du soja, tout cela aussi contribue à l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Alors, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, beaucoup a été fait. Vous savez, c'est comme quand on construit une maison. Le temps que vous prenez à bâtir les fondations, c'est quelque chose qui est minutieux et qui est laborieux, qui prend du temps. Mais une fois que vous avez une fondation et des bases solides, les murs s'élèvent beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que, en termes de fondation, toutes les conditions sont maintenant réunies pour améliorer de manière beaucoup plus substantielle et plus significative les conditions de vie des Togolais, en maintenant la dynamique, non pas en recommençant, non pas en tentant de nouvelles expériences, mais en consolidant tous les acquis, toutes les réalisations et tous les progrès qui ont été accomplis. Et sur cette base-là, en projetant le pays plus loin en termes de développement et surtout en termes d'amélioration des conditions de vie de la population. Oui, monsieur le ministre, si vous avez pu faire tout ça, et à côté, il y a encore des Togolais qui se plaignent, ça veut dire que le pays soit était dans le trou complètement, ou je ne sais pas, ou les résultats de vos actions ne touchent pas tout le monde. Non. Moi, je ne crois pas que nous puissions avoir des excuses quelconques. Cependant, ne pas reconnaître qu'en 2005, la situation était extrêmement difficile, y compris sur le plan économique, financier et social, c'est se mentir. Ne pas reconnaître que les équipements publics, les infrastructures étaient dans des conditions de délabrement, c'est se mentir. En 2005, on était encore en crise et en rupture de coopération avec la plupart des institutions financières internationales, avec la plupart des partenaires extérieurs. Les recettes internes étaient extrêmement faibles. Alors, donc, il faut le reconnaître. Il nous a fallu beaucoup plus de temps pour reconstituer nos moyens et capacités d'action. Ça, c'est une chose qu'il faut reconnaître. Il faut aussi reconnaître les épreuves inattendues qui sont survenues entre-temps.
Mais beaucoup de pays à notre place auraient sombré avec les pulsions révolutionnaires et insurrectionnelles que certains ont tenté en 2017. Malgré cela, les salaires ont été payés chaque mois et toutes nos obligations ont été honorées. D'autres pays auraient sombré. Alors, on peut aussi voir que parfois les conditions climatiques n'ont pas été favorables. Que ce soit des inondations qui peuvent contrarier le niveau de production agricole. Alors, tous ces éléments-là ne constituent pas des excuses, mais ce sont des facteurs qui ont pu ralentir ou contrarier nos ambitions et nos objectifs. Mais cela étant, comparé à l'ensemble des pays de la sous-région, le Togo est celui qui fait le mieux, un des pays qui fait le mieux dans la sous-région. Peut-être les chiffres vous donnent raison quelque part, avec les statistiques sur les réformes, où le Togo avait été présenté comme le premier réformateur en Afrique. Le Togo est le premier réformateur en Afrique. L'institution ayant établi ce classement, le classement Doing Business, c'est quand même quelque chose de crédible. C'est la Banque mondiale, il n'y a pas de... Non. Bien entendu, le président lui-même l'a dit, ce n'est pas une finalité en soi. Nous, on va continuer à intensifier d'efforts, à maintenir le rythme et la cadence des réformes. Certains disent que ces chiffres, ces statistiques concernent le secteur formel, alors que la plupart exercent dans l'informel. Ils ne sont pas concernés, ne sont pas touchés par ces réformes. Non, tout le monde est touché par les réformes. Même ceux qui sont dans l'informel. Quand nous parlons de la finance inclusive, nous parlons de qui? Nous ne parlons pas de ceux qui sont dans le formel. La plupart d'entre eux sont dans l'informel. Quand nous parlons de l'augmentation de la production agricole, notamment du coton, des céréales, on parle de qui? Nous parlons de nos frères et sœurs, producteurs, agriculteurs. On les classe dans quoi? On les classe dans l'informel. Non, la société se bâtit dans la cohésion et dans la solidarité. Donc pour nous, il ne s'agit pas de faire des réformes seulement pour ceux qui sont dans le secteur privé formel et de délaisser ceux qui sont dans le secteur privé, dans le secteur informel. Au contraire, c'est avec le président qu'on a mis en place une institution qui se charge de mieux encadrer, de mieux organiser le secteur informel dans le but de sortir le maximum de nos concitoyens de l'informel vers le formel. Et cette dynamique-là est l'une de celles qui réussit au point que le BIT veut s'inspirer de nous pour aider d'autres pays. Est-ce que nous avons atteint tous les résultats escomptés? Pas encore, mais c'est une dynamique qui va s'amplifier et qui va s'accélérer. En termes de gouvernance, est-ce que les efforts sont aussi soutenus? Est-ce que les revenus sont équitablement distribués? Est-ce que les poches de corruption sont combattues? Est-ce que les favoritismes regressent en termes de gouvernance que le Togo a fait? Qu'est-ce que vous appelez favoritisme? Il n'y a pas de favoritisme. Tout à l'heure, nous avons parlé de la méritocratie, de la compétence. Alors, naturellement, qu'il y ait des problèmes, on n'en disconvient pas, comme ailleurs. Je suis sûr que ça aurait été dans notre pays, les scandales dont on parle ici et là, que bon, tout le monde le verrait. Naturellement, il y a un certain nombre de méfaits qui peuvent arriver dans toute société humaine et tout le monde peut voir les efforts qui sont faits. La dernière loi qui a été adoptée, la déclaration des biens par tout détenteur de pouvoir public, qu'il s'agisse des ministres, des députés, jusqu'au chef de l'État. Alors, toutes les dispositions à plus qui a été mises en place. Donc, les modifications législatives qui ont été adoptées. Alors, il faut aller plus loin, non pas en jetant les gens parfois en pâture sans aucun fondement, mais en faisant en sorte que, d'une part, la justice soit réformée en profondeur. Et c'est une détermination et un engagement du président de la République. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que s'est installé entre le justiciable et la justice la méfiance et la suspicion, et parfois à juste titre. Parce que quand on prend le secteur foncier, les comportements indélicats et des géomètres et de certains magistrats, tout cela affecte la population. Et des citoyens aussi. Oui, exactement, et les citoyens. Donc c'est pour dire que en matière de lutte contre la corruption, en matière de bonne gouvernance, nous ne sommes pas
le dernier de la classe. Au contraire, des efforts sont faits et ces efforts-là vont continuer et vont se renforcer. Et maintenant, Monsieur le ministre, en 15 ans, qu'est-ce que vous estimez n'avoir pas pu réaliser? Quelles ont été les faiblesses des 3 mandats que vous avez vus de très très près, parce que vous avez été aux affaires durant ces moments-là? Est-ce que vous avez échoué sur certains plans? Non, échoué, je ne le dirais pas ainsi. Peut-être il y a un certain nombre de choses qu'on aurait pu faire différemment. Et dont on a tiré également les leçons. Je prends ce qui a eu tendance à entretenir un climat de malaise sociopolitique dans notre pays. La question des réformes. Vous voyez, si c'était à refaire, peut-être sur la base des conclusions des consultations, notamment qui avaient été menées par Monseigneur Bariga en mai et juin 2014, à la suite des blocages et des obstructions par notamment l'ANC et d'autres partis politiques, on aurait pu envisager un référendum pour permettre de trancher cette question définitivement. Parce que c'est aussi la question que certains ont utilisée comme prétexte lorsqu'ils se sont lancés dans une aventure insurrectionnelle en août 2017. Mais quand on voit le laps de temps qui nous séparait du projet de réforme introduit en juillet 2014 à l'Assemblée nationale et le scrutin présidentiel de 2015, on n'avait pas suffisamment de temps. C'est d'ailleurs pourquoi, en septembre 2017, à la suite de la crise du 19 août, lorsque le gouvernement a introduit un projet avec la ferme détermination que s'il le faut, cette fois-ci, on irait au référendum. C'est-à-dire l'absence de consensus à l'Assemblée nationale ne servirait pas de prétexte pour maintenir le statu quo. Donc, c'est quelque chose dont on a tiré des leçons. Est-ce qu'on aurait pu déjà, en 2014, agir différemment? Je crois qu'on peut estimer que les leçons ont été tirées. Il y a aussi d'autres domaines dans lesquels il faut essayer de faire différemment. On tire des enseignements pour faire différemment. Si je prends le secteur de l'éducation, l'accent a beaucoup été mis sur les rémunérations et les traitements. C'est vrai, cela a permis d'instaurer un climat d'apaisement, un climat de sérénité, à la fois dans le secteur éducatif, à tous les niveaux. Mais les investissements et les efforts en matière d'infrastructures d'accueil, en matière de formation, de la qualité même des personnels enseignants, les efforts ont été insuffisants. On peut même parler du système éducatif en lui-même. Maintenant, nous avons la possibilité de tirer les leçons du décalage qui existe entre notre système éducatif et de formation d'un côté et de l'autre côté, les priorités de développement, les besoins de l'économie, la situation ou les besoins du marché de l'emploi. Et faire en sorte que le système éducatif et de formation soit réorienté de manière presque complète pour que la formation permette à chaque citoyen non seulement d'avoir un certain nombre d'acquis et de connaissances fondamentaux, non seulement d'avoir un niveau de culture générale qui permet de s'insérer dans la société, mais surtout d'avoir un travail décent, un travail bien rémunéré. Alors, dois-je dire que nous ne l'avons pas bien fait? Non, je dirais que dans ce secteur-là aussi, nous sommes maintenant en mesure de tirer les leçons de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché pour mieux faire. Le secteur de la santé, qui est un secteur important, c'est la même chose. Nous voyons bien qu'il ne suffit pas d'améliorer la gouvernance, notamment à travers la contractualisation, mais il faut mettre l'accent sur la qualité des soins de santé, ce qui signifie des infrastructures de proximité, des infrastructures accessibles en termes de coûts.
C'est d'ailleurs pourquoi des concertations, des dialogues ont été menés pour aller au-delà du régime d'assurance maladie qui aujourd'hui concerne uniquement les fonctionnaires et quelques catégories assimilées pour embrasser l'ensemble des couches et catégories de la population. Mais il fallait déjà commencer bien appréhender le régime d'assurance maladie, les contraintes, les défis que cela pose et établir un lien entre le système de santé et l'assurance maladie. J'ai oublié de dire que l'assurance maladie des journalistes a commencé. Ça, exactement. Vous voyez que ces derniers jours, les dialogues, les concertations avec les artisans, avec les journalistes, avec les commerçants des marchés, avec les étudiants, avec toutes les couches de la population, ça nous permet de sensibiliser, d'expliquer, mais également d'écouter. Et donc on va aller vers l'opérationnalisation. La loi est déjà prête, elle sera adoptée, et l'opérationnalisation va aller de pair avec comme objectif l'amélioration de la qualité des soins de santé. Proximité, qualité, accessibilité, ce seront les maîtres mots des actions qui seront mises en œuvre. Un dernier élément, j'ai toujours pensé que le système et le mécanisme de financement des grandes infrastructures, il faut essayer d'innover. Il faut que nous tirions les leçons parce que l'économie togolaise est en partie basée sur le port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé, sans être relié à un réseau routier dense, les régions productrices agricoles, sans être bien reliées par un réseau routier dense, petit à petit, nous pouvons perdre en compétitivité de notre économie. Parce que nous sommes d'ailleurs en compétition avec les autres pays. Est-ce que les mécanismes budgétaires traditionnels sont de nature à nous permettre d'aller au rythme souhaité dans la construction des grandes infrastructures routières et ferroviaires? Je pense qu'il y a des réflexions à mener et ces réflexions sont déjà en cours pour que nous puissions continuer à densifier le maillage routier du territoire, à la fois pour permettre l'écoulement des productions agricoles, lier toutes les communautés et toutes les localités de notre pays. Mais dans ce secteur, déjà beaucoup a été fait. Les assainissements des grandes villes, Lomé, tous les quartiers, il y a eu beaucoup d'efforts d'assainissement, des bassins de rétention qui ont été construits. L'électrification, c'est la même chose. Maintenant, le dernier secteur dans lequel on va aussi tirer les enseignements, on a parlé de l'agriculture. C'est un secteur dans lequel le Togo est très performant. Et même la FAO a décerné des prix au Togo et au président de la République. Mais qu'est-ce que nous constatons quand on circule dans toutes les localités, quand on est avec les producteurs? Aujourd'hui, par exemple, il y a des paysans qui se retrouvent avec du maïs sous les bras, invendu. Ça signifie quoi? Cela signifie que désormais, la question du renforcement de la productivité, oui, il faut le faire, notamment à travers une meilleure maîtrise de l'eau, à travers la mécanisation, c'est en cours, mais surtout les maillons relatifs à la conservation, à la transformation et surtout la recherche de marchés et de débouchés pour permettre à nos paysans de vendre la production. Ça aussi, c'est des enseignements que nous avons tirés après avoir obtenu de progrès. C'est parce que nous avons des excédents de production que nous pouvons mieux voir ce maillon manquant, notamment en termes de transformation, en termes de conservation et en termes de commercialisation, c'est-à-dire les marchés et les débouchés pour nos producteurs et nos paysans. Vous avez par ailleurs beaucoup de chômeurs sous les bras, ce qui peut constituer une bombe à retardement contre vous. Il y a beaucoup de chômeurs, oui, en partie pour une raison. Moi, j'en vois deux raisons principalement. La première, la vérité, c'est que entre les années 1990, l'éclatement des troubles sociopolitiques, jusqu'à 2005, il n'y avait plus de recrutement. Il n'y avait plus sérieusement de recrutement. Mais les formations continuaient, les qualifications continuaient, les diplômes étaient obtenus par des Togolais sur le territoire national comme à l'étranger. Et donc, d'année en année, s'est accumulé un nombre de nos concitoyens sans emploi
dans la précarité ou dans le sous-emploi. Ça, c'est le premier facteur. Même quand on commence à recruter, il faut recruter en tenant compte à la fois de ceux qui sortent des filières de formation, qui sortent avec des diplômes, mais aussi de la grande masse de nos concitoyens qu'on a accumulés d'année en année. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons quand même une jeunesse assez dynamique. La proportion des jeunes dans notre population est assez élevée. C'est un défi, certes, mais nous considérons que c'est une grande opportunité. Et qu'il faut travailler avec les jeunes, non pas en misant sur le fonctionnariat, mais en créant des opportunités d'auto-entreprise, d'entrepreneuriat, d'auto-emploi et de création d'emplois. Il y a tellement de filières dans lesquelles on peut le faire. Le secteur de l'agriculture en est un, mais d'autres secteurs, les secteurs de services, existent aussi dans lesquels les pouvoirs publics et le gouvernement vont agir pour permettre à plus grand nombre de Togolais de trouver une activité et de vivre dans des conditions dignes et épanouissantes. Est-ce que le processus de décentralisation que le pays est en train d'expérimenter désormais, à la suite des élections locales avec des maires et leurs conseillers, est-ce que ce processus va renforcer, va contribuer à la lutte contre le chômage, le développement du pays? Bien sûr, en partie. Ou au contraire Non, au contraire. Ça va aider à la création d'unités de production localement. L'État va travailler dans un esprit de partenariat et de coopération avec les collectivités locales pour installer des unités de production et de transformation localement, pour faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de marchés auxquels les jeunes et les femmes peuvent soumissionner localement. Et donc ça signifie déconcentrer et décentraliser le marché du travail également. Vous savez, si la décentralisation traduit une aspiration profonde des Togolais, c'est celle de pouvoir être mieux associés, mieux impliqués, de participer davantage et de manière beaucoup plus forte au développement de leur localité et au développement du pays. Alors, le parachèvement du processus de décentralisation, avec la mise en place prochaine des régions, vont ouvrir et offrir davantage d'opportunités pour les jeunes de s'épanouir, de travailler et d'avoir des conditions de vie meilleures, non pas seulement en migrant vers Lomé, mais en restant dans toutes les localités du pays. C'est d'ailleurs de cette manière qu'on peut assurer un développement harmonieux et équilibré de l'ensemble du territoire national. Et il nous reste quelques minutes pour finir cette émission. Je voudrais qu'on évoque, avant de dire un mot peut-être de l'actualité internationale, on dise un mot de vos concurrents. À l'élection présidentielle, Faure Gnassingbé aura contre lui ou avec lui 6 candidats. Qui vous fait peur le plus de ces 6 candidats? Personne d'entre eux. Nous les respectons tous. C'est des concitoyens, c'est des hommes respectables. Mais cela étant, chacun pourra faire un certain nombre d'observations. Moi, je pense que les Togolais les connaissent. Leurs qualités, leurs défauts, ils les connaissent. Un a été député pendant 2 mandats. Il a été chef de file de l'opposition. Les Togolais connaissent son parcours. C'est à eux d'en juger, c'est pas moi d'en juger. Je pense que si on n'a pas été un très bon député, on ne sera pas un bon président. Personne ne peut dire ce que je ne peux pas exécuter comme tâche minimale. Il faut me donner une tâche plus importante et c'est en ce moment que je serai bon. Mais un député ne prend pas beaucoup de décisions. Non, un député a la possibilité d'initier un certain nombre de propositions de loi sur l'éducation, sur la santé, sur l'agriculture. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas ce qui pourrait être mis au bilan de ce candidat. Vous voulez dire que Jean-Pierre Fabre a été paresseux comme député à l'Assemblée nationale? Non, je n'utiliserai pas ce genre de terme. Je dis tout simplement, les Togolais jugeront. Ils connaissent les parcours des uns et des autres. Ils peuvent voir. En ce qui me concerne, je constate que, par exemple, celui dont vous parlez a exercé 2 mandats de député. Je n'ai pas souvenance des initiatives de propositions de loi qu'il ait faites.
que ce soit sur des questions touchant à la vie quotidienne du Togolais. Les questions d'emploi, les questions d'agriculture. Une loi, s'il sait dès lors que l'Assemblée est dominée par le parti au pouvoir. J'ai dit prendre des initiatives. Si on prend des initiatives, l'initiative va être rejetée. Oui, mais si on prend des initiatives qui échouent, les Togolais aussi l'observent. Deuxièmement, vous avez parlé tout à l'heure d'une opposition éclatée. Mais je constate une chose. L'un des candidats, quand je regarde les ressorts et les motivations qui auraient présidé à sa désignation, premier ressort ou première motivation, inspiration divine. Ce n'est pas qu'on ne dit pas aux Togolais qu'il y a un projet de société qui est bâti et ensuite pour se demander quel serait le meilleur des candidats potentiels de l'opposition capables d'incarner ce projet. Non, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Si je devais reprendre les termes et l'expression de la conférence épiscopale du Togo, il dit que les gens n'ont pas de vision. Il n'y a pas de projet. Et on dit non. On va s'en remettre à une inspiration divine. Deuxième motivation de son choix, on ne dit pas c'est quelqu'un qui serait capable d'être président. Non, on le choisit pour sa capacité à trahir éventuellement ce qu'il aurait eu à connaître dans le parti auquel il a appartenu. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire? Que désormais, on sera dans les partis en train de s'épier, de dire, ah, si demain telle personne pas... Non, quand même. Ça, c'est des motifs et des ressorts tellement immoraux. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est que ce choix a précipité la dislocation et enfin la disparition de ce qui restait comme C14. Alors, mais il n'y a pas eu que ces motifs. Non, les candidats ont été écoutés sur leurs compétences à gérer le pays, leur connaissance de l'environnement international, leur expérience. Ne parlons pas. Ce que je sais et ce que les gens proclament et disent publiquement et ouvertement, c'est que, il fallait une inspiration divine, c'est l'inspiration divine. Deuxièmement, il a été choisi parce qu'il aurait appartenu au système, il connaîtrait les rouages de ce système. Les failles du système. Les failles du système. Alors, donc, si c'est sur cette base-là, et on observe d'ailleurs que son choix a précipité la dislocation et la disparition de ce qui restait de la C14. Donc, une candidature qui débouche sur plus de division, plus de faiblesse de l'opposition. Bon, je ne vois pas ce qui en reste. Ce qui en reste, c'est les divisions et la dislocation. Mais une candidature soutenue par d'autres qui étaient candidats à cette élection présidentielle, des mouvements de la société civile. Monsieur Gilles Bokor, vous savez, à propos de ce candidat, je constate qu'il a déjà été candidat à l'élection présidentielle. La coordonnatrice de sa campagne a déjà été candidat à l'élection présidentielle. Vous prenez leurs résultats de l'élection présidentielle de 2010, vous les multipliez, vous les additionnez, vous voyez ce que ça vous donne. Au même moment, ce n'est pas de la mathématique. les élections, c'est de la mathématique. Ça peut créer une dynamique. Non. Mais oui, la dynamique qui en résulte, c'est la division, c'est la dislocation de la C14. Ça, c'est une dynamique de division. Donc, face à la division et à cette discorde-là, vous avez en face un président qui incarne la synthèse, l'union, la concorde. C'est ça. C'est ce que l'on voit. C'est pas un président... Vous savez, l'Église, notamment l'Église catholique, est à l'image de la société togolaise. Elle n'est pas monolithique sur le plan politique. Alors, donc, une aventure, une initiative solitaire de quelqu'un dont l'histoire du Togo retient qu'il a fait échouer la conférence nationale souveraine. La conférence a donc, des résultats. Certains diront tout ce qu'il touche, c'est pour donner l'échec.
Et tout ce qu'il a touché, ça a donné déjà comme échec la dislocation de la C14. Ça, c'est objectif. Ce n'est pas mon impression. Avant le choix, la C14 existait. Ou ce qu'il en restait, ça existait. Il existait 3 ou 4 partis qui étaient dans la C14. Résultat du choix, dislocation et disparition de la C14. Ça, c'est des constats que les Togolais le feront. Alors, je ne crois pas que c'est des... L'élection présidentielle ne peut pas être une aventure solitaire. C'est pas possible. Et il ne s'agit pas de créer une unité de briques et de blocs et dire que non, il n'y a pas de dynamique. C'est une dynamique de division. Alors que l'élection est un scrutin à 2 tours, est-ce que vous ne craignez pas que ces 6 candidats contre le président sortant que vous soutenez, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une élection à 2 tours ou au 2e tour, les 6 vont se coaliser contre vous? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque pour vous? Vous savez, il y a un constat unanime que tous les acteurs font. Ceux qui soutiennent les candidats de l'opposition, ils disent, si vous allez à ces élections divisées, vous êtes battus à l'avance. Même les plus hostiles au président Faure, tous les analystes crédibles et de bonne foi disent, si vous allez à ces élections face à lui, divisé comme vous l'êtes, vous êtes battus. Et vous serez battu au premier tour. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai écouté certains, le professeur Oulou dire que c'est vous qui servez ce discours au sein de Je n'ai pas... Lisez une dernière interview de la coordinatrice de la campagne de celui dont vous parlez. Aguilome Kodjo a dit la même chose sur ce plateau. Alors, donc, je me dis, sur ce constat-là, qui est unanime dans la société togolaise, pas unanime, il y a des en tout cas, qui est majoritaire, qu'une opposition divisée face au candidat Faure Essozimna Gnassingbé est une opposition, quel que soit le candidat face à nous, c'est une opposition battue au premier tour. Ça, c'est un constat. Donc, est-ce que vous avez aidé quelque part l'opposition à mieux se diviser? Non. Mais c'est peut-être l'inspiration divine n'a pas été vraiment... Ça a été une inspiration machiavélique. non. Dès lors que la division pouvait vous profiter, est-ce que quelque part vous n'avez pas suscité... Mais la solution la plus simple, c'est de se rallier aux candidats de la cohésion et de l'unité. C'est la solution la plus simple. Et je crois que les Togolais, dans leur immense majorité, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Donc, votre candidat aujourd'hui est le grand favori de ce scrutin, selon vous? Ça va de soi. Parce que les Togolais n'aiment pas l'inconstance et l'instabilité. Tantôt, on est ensemble au FRAC. On a été ensemble au FRAC. On s'est divisé, on s'est disloqué. On s'est retrouvé dans la coalition, dans le collectif Sauvons le Togo. On s'est divisé. Si vous prenez uniquement les déclarations, les prises de position de la coordinatrice de la C14, notamment contre les partis politiques ayant pris part aux élections législatives de décembre 2018. Vous allez vous dire, c'est pas sérieux, c'est pas crédible. On ne peut pas avoir tenu ce genre de langage à l'encontre des partis et des leaders ayant pris part aux élections législatives et du jour au lendemain dire que non, comme il est capable de trahir, c'est ça la ligne de conduite. Comme il est capable de trahir, prenons-le comme candidat. Non, mais la trahison ne peut pas devenir quand même une vertu dans la société. On ne va pas instaurer dans les partis politiques cet esprit-là que quand vous êtes là, observez ce qui se passe et demain, vous serez utile en quittant ce parti. Ce n'est pas un comportement digne. Je ne crois pas que c'est ce que nous voulons transmettre comme vertu et valeur dans la société togolaise. Mais est-ce qu'il est possible, dans un petit coin de votre tête, est-ce qu'il est possible que le président sortant perde ces élections? Dans les suppositions, s'il perd ces élections, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Lionel Messi, même en forme, il perd de temps en temps des matchs. Oui, ça peut arriver, mais laissez-moi... Il y a des probabilités qui parfois sont impossibles. Ici, la probabilité dont vous parlez, elle est totalement impossible parce qu'en face de nous, nous avons des candidats respectables et respectés que nous respectons.
Mais cela étant, est-ce qu'ils ont les qualités et les capacités d'hommes d'État? La réponse est non. Vous ne pouvez pas, après les parcours des uns et des autres que les Togolais connaissent, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. C'est pas on dit non, non. Les capacités, ça se voit, ça s'observe. Pour être un chef d'État, il faut beaucoup de sérénité. Il faut la maîtrise de soi. Il faut être un homme ou une femme capable de rassembler, capable d'écouter. Alors, avez-vous le sentiment que certains de ces candidats-là peuvent avoir la maîtrise de soi? Mais il faut qu'ils soient aux affaires pour qu'on voit s'ils ont la maîtrise ou non. Ils n'ont jamais été présidents. Ceux qui n'ont pas été aux affaires, comme ministres, éventuellement on les connaît. Ceux des candidats qui n'ont jamais été ministres, on les connaît. Ceux qui ont été députés ou ministres et qui n'ont pas donné satisfaction, je ne crois pas que c'est en devenant président de la République qu'il donnerait satisfaction. Vous savez, très humblement, quand vous voyez les responsabilités que les uns et les autres ont exercées, je voudrais... Vous savez, les Togolais ne sont pas comme nous, les intellectuels. C'est des choix lucides, raisonnés et responsables qu'ils font. Si vous faites des portraits robots, je dirais sans mettre des noms, vous prenez chacun des candidats, vous dites, voilà les qualités intrinsèques, personnelles de tel candidat. Voilà les valeurs, les idéaux, la vision qu'il incarne. Voilà le bilan de son parcours, quel qu'il soit. Si vous faites ce portrait-là, systématiquement, quand on va commencer à mettre les noms sur les portraits robots, le président Faure Essozimna Gnassingbé viendra systématiquement, largement, au-dessus des autres candidats. Vous qui le connaissez bien, en quoi il est très bon selon vous, Faure Gnassingbé? En quel domaine il vous impressionne? J'aurais tendance à dire dans tous les domaines. Là, d'abord, son humilité. Son humilité. C'est un homme qui écoute beaucoup. Parfois, nous, les collaborateurs, on est pressés, on est impatients. On se dit non, le président devrait faire ceci. On lui donne des avis, des conseils. On s'attend à ce qu'il décide sur le coup, peut-être en allant dans le sens que nous souhaitons. Il prend son temps, il consulte, il écoute, il évalue, il mesure les conséquences de l'acte qu'il va poser. Il tient compte des fragilités de la société togolaise. Et bien entendu, Dieu a fait que lui-même, c'est un trait d'union dans un pays qui parfois donne le sentiment d'être divisé entre le nord et le sud. Personne, on aurait tort de chercher à l'enfermer dans le nord comme on aurait tort de l'enfermer dans le sud. Il assume toutes ses identités. Les Togolais l'ont vu à l'œuvre. Les Togolais l'ont vu à l'œuvre. C'est un homme d'État respecté au plan national comme au plan international. Il a acquis maintenant, en tant que chef d'État, une expérience que aucun des candidats en face ne peut prétendre avoir. Ils n'ont même pas les aptitudes à développer ce genre de compétences. Alors, je dis, mais à la fois, c'est rare. Cela m'a beaucoup surpris et ému, dit non. Il y a des choses que nous n'avons pas su faire. Il y a des choses que nous n'avons pas pu faire. Même dans les idées de nos adversaires politiques, y compris des autres candidats, il y a des idées qui pourront aider le pays. Donc, soyez humbles, soyez respectueux, à la fois vis-à-vis des citoyens, soyez respectueux vis-à-vis des autres adversaires politiques. Je ne le vois pas. Donc, vraiment, en toute honnêteté, objectivité, je crois que je ne dirais pas qu'il y a un plébiscite. Nous sommes dans un régime démocratique et pluraliste, mais on peut sentir la dynamique à travers tout le territoire national. C'est pas seulement dans certains quartiers de Lomé, c'est pas seulement dans les studios, c'est pas en distribuant des petites c'est pas en distribuant de petites enveloppes à des journalistes. Non, objectivement, les Togolais manifestent un soutien et une adhésion à la fois
à l'homme qu'il est et aux valeurs qu'il incarne, mais également, il rassure. Il rassure par l'expérience qu'il a acquise, la maîtrise de soi qu'il démontre. Oui, mais dernière question, est-ce que la grande humilité agissante, est-ce que ça n'aurait pas été que le président de la République décida de ne pas se représenter à cette élection pour un 4e mandat? Donc, du coup, ça me permet de vous poser une question. À quand l'alternance au Togo? Vous avez 1 minute 30 secondes pour répondre à cette question, monsieur. Ça dépend de ce que vous appelez alternance. Si l'alternance, c'est mener une autre politique par rapport à ce qui a été fait, il est aujourd'hui celui qui mène une autre politique par rapport à ce qui avait été fait avant. Ça, c'est une évidence. C'est une politique de renouveau, de réforme, de rénovation dans tous les secteurs. Dans son approche, dans sa méthode, dans sa façon de faire, c'est une autre politique qu'il mène. Si c'est ça qu'on appelle alternance, ce n'est pas un problème. Maintenant, si l'alternance conçue comme, quelles que soient ses qualités, quelle que soit son expérience, quel que soit ce qu'il peut apporter au pays, il vaut mieux qu'il parte et que quelqu'un d'autre vienne. Je ne crois pas que les Togolais soient favorables à cette forme d'alternance. D'abord parce qu'ils observent. Il suffit de regarder dans la sous-région. Même si je ne cite pas du pays, le Burkina a connu un changement radical en 2014. Nous observons. Qu'est-ce que les opposants ici avaient pensé à l'époque? Des pays proches de nous ont connu aussi des alternances. Vous en citez un exemple. On peut regarder la Gambie. Quand le président Yahya Jammeh est parti, qu'est-ce que les opposants au Togo n'ont pas dit? Il est venu en disant, bon, je vais faire 3 ans et puis je vais partir. Bon. Les gens regardent. Donc, je crois que la stabilité, non pas en termes de pérennité indéfinie d'un homme ou d'une femme, mais la stabilité dans l'effort, dans la dynamique, je pense que ce dont le Togo a besoin aujourd'hui, c'est de ça. C'est de cette stabilité. C'est du temps nécessaire pour construire une nation véritable et forte, une véritable communauté nationale, un esprit patriotique, un engagement collectif. C'est de ça dont nous avons besoin. Ce n'est pas la question de dire telle personne, non. Et en toute hypothèse, nous sommes en démocratie. Si ce qui se dit au sein de l'élite ou d'une certaine élite traduit les véritables aspirations profondes des populations, on le saura à travers les urnes. C'est ça la démocratie. On le verra le 22 février prochain. J'avais souhaité qu'on parle des affaires étrangères où le Togo a obtenu quelques bons points ces dernières années, de la monnaie éco aussi et de l'actualité de la sous-région, mais le temps imparti donc est terminé. On ose croire que vous reviendrez très bientôt pour creuser ces questions avec nous. Merci infiniment. Merci, mais j'allais dire, le Togo n'a pas obtenu quelques bons points sur le plan international. Le Togo est constamment célébré pour ses performances, pour son rayonnement. On reparle. Je voudrais même vous confier ceci. Oui. Quotidiennement, le chef de l'État togolais est sollicité. Non seulement par les chefs d'État de la sous-région qui apprécient mais des organisations internationales aussi. Les organisations internationales et les dirigeants occidentaux. Merci. Et ils apprécient les qualités qu'il incarne. Merci, monsieur le ministre, et bonne chance surtout pour vous. Merci beaucoup. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition sur votre chaîne. À très bientôt.